Bonjour, bienvenue dans cet atelier, d'être en si grand nombre. Et non, ce n'est pas des blagues, parce qu'on est quand même 13 sur une centaine de personnes qui se sont inscrites aujourd'hui, 13 qui est déjà beaucoup plus en pourcentage. On a un 14e pourcentage qui se joint à nous, bienvenue. Et non, c'est quand même plus que dans l'ensemble de la force de travail des gens qui s'intéressent à ce qui est l'analyse. J'aurais envie, même si on est pressé par le temps, de vous demander qu'est-ce qui vous amène dans un atelier qui parle d'analyse en marketing? Est-ce qu'il y a des gens qui auraient 2, 3 petites choses à nous dire? Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'analyse? Moi, c'est parce que j'ai dîné avec toi. Effectivement, oui, c'est une bonne raison. Ça, c'est déjà une bonne raison. Absolument, absolument. La culture personnelle. Culture personnelle? Excellent. Moi, j'ai commencé comme ça, j'ai fait ma vie là-dedans. Donc, autre commentaire, ou j'imagine c'est de l'intérêt dans votre travail, est-ce que vous utilisez l'analyse? Qui connaît c'est quoi un L-trim dans Excel? Un left trim? Un right trim? Qui connaît une relation dans Access? Hein? Qui connaît une aire de dissémination dans Statistique Canada? Hein? C'est un peu ce que je vais vous parler, tout en restant soft aujourd'hui. Ce que je viens de vous décrire, c'est des choses qui, selon moi et mon staff chez Indicia, un analyste marketing se doit de savoir ça. Okay? On va parler des compétences requises, on va parler des outils requis, on va parler de qu'est-ce qu'un bon analyste doit savoir. Juste pour vous mettre dans le bain rapidement, mon premier slide, qui est Indicia? On est une firme de géomarketing. Qui connaît le géomarketing? Bravo. C'est la relation entre, ou la science qui explique la consommation et l'espace. Rapidement, si vous êtes une compagnie qui fabrique du sel de table, il y en a une au Canada. Quelle est-elle? Windsor, sel Windsor. Et vous prenez vos ventes, vous les divisez par la population, vous regardez les ventes de sel par capita à travers le Canada. Vous allez trouver que c'est à peu près 500 à 550 grammes par ménage par année et qu'il n'y a à peu près pas de différence qu'on soit au Québec, en Ontario, au Nunavut ou en Colombie-Britannique. Donc, il n'y a pas de besoin de géomarketing. Si on est BMW et on regarde les ventes de la série 7 depuis 10 ans, on va se rendre compte que ce n'est pas dans tous les quartiers qu'on a réussi à en vendre. Quand on regarde les quartiers qui ont une surpénétration de série 7, on se rend compte qu'il y a un lien direct avec le revenu, l'éducation, le fait d'être entrepreneur, d'être dirigeant d'entreprise. Et si on veut vendre plus de série 7, on va regarder les quartiers où il y a le profil qui nous intéresse et où la pénétration est plus faible, et on va cibler ces quartiers-là. Et on va dire aux gens qui habitent dans ces quartiers-là, peut-être que ce serait intéressant que votre prochaine voiture soit une série 7. En gros, c'est le géomarketing. Indicia applique cette science avec une cinquantaine de clients à travers l'Amérique du Nord. On est distributeur de 2-3 logiciels qui s'amusent à faire ça. Et vous avez, juste pour mettre la table et pour que vous ayez confiance en ce que je vais vous dire, certains logos de certains clients qui nous font confiance. Pourquoi traiter de ce sujet? Le marketing sans analyse n'est plus possible. On a longtemps fait du marketing sans analyse. Et de nos jours, c'est à peu près impossible. Dans quelconque campagne de marketing ou quelconque activité de marketing, il y a quelqu'un quelque part qui va demander « Hey, on a-tu des chiffres? On a-tu quelque chose pour backer notre intervention? » Et l'analyse sans analyste est impossible parce que quand le donneur d'ordre demande les chiffres, très peu de gens sont habilités à les créer, ces chiffres-là, à les analyser et à donner une recommandation basée sur ces chiffres. Donc, un analyste, ça fait quoi? Ça crée de l'information, ça déchiffre cette information, ça crée du savoir, et quand on a un bon analyste entre les mains, va même jusqu'à donner une recommandation basée sur son travail. Okay? Ce package-là reste rare. Et quand vous en trouvez un dans votre vie, gardez-le. Les bons analystes sont une denrée rare. On va démystifier son travail. On va vous fournir un cadre d'embauche si jamais vous avez éventuellement besoin d'embaucher un analyste. Et on va faire de vous des meilleurs donneurs d'ordre. Pourquoi j'explique ou pourquoi je dis ça? C'est que la majorité d'entre vous, vous êtes dans un contexte où vous devez utiliser les services d'un analyste, mais vous allez devenir meilleur à lui demander ce que vous avez besoin. Ou à lui dire, comme ça, moi je ferais ça avec un left trim. Vous n'avez pas besoin de savoir comment le faire. Vous allez savoir c'est quoi.
Et la personne pourra aller, parce que vous savez que de nos jours, le meilleur ami d'un analyste, c'est Google. Donc, tu peux googler n'importe quoi, puis tu vas googler c'est quoi un left trim, puis là, tu vas comprendre c'est quoi, puis tu vas pouvoir le faire. Les fondements de ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est mon expérience personnelle, c'est l'expérience personnelle de mon staff, entre autres de mon chef de projet depuis 7 ans, Olivier Filiatro, qui lui se promène à travers l'Amérique, va implanter nos solutions. Et quand on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait bien parler aujourd'hui, il est venu avec cette idée-là. Et ça sort aussi, qui est plus son idée à lui. La mienne, c'est cette confrontation, cette bataille, puis le mot est fort, mais constante dans l'industrie du marketing entre les gens d'idées et les gens de chiffres. Hein, les gens de chiffres, on est un petit peu mal aimés. Et avec raison, parce qu'on est capable de mettre dans la face du monde, hey, ça a marché, ça n'a pas marché. Ou ça a marché, puis c'est pas de ta faute. Hein, ou ça a marché, c'est vraiment de ta faute, bravo. Okay? Les gens d'idées n'aiment pas ça. Okay? Avec raison, parce que c'est un petit peu plate. Mais ça reste que moi, j'ai expérimenté depuis 20 ans que je travaille dans mon domaine, cette confrontation-là. J'ai tenté, au début de ma carrière, de faire beaucoup de travail en sous-traitance pour les agences. Puis ça a fini qu'on ne s'aimait pas beaucoup. Puis j'ai délaissé ça. Puis il n'y a effectivement pas beaucoup d'agences marketing à Montréal ou à New York ou à Toronto qui ont un département de recherche statistique ou un département de recherche empirique, parce que ça va un petit peu à l'encontre du processus créatif de qu'est-ce que la publicité ou le marketing devrait être. Et aussi, une différence, cette différence-là ou ce constat-là nous est sauté au visage parce qu'on a la chance de travailler avec des beaux clients américains, certains clients européens aussi, et on se rend compte que dans la culture des entreprises européennes, dans la culture des entreprises américaines, le recours aux analyses est beaucoup plus présent. Avant de prendre une décision, on va aller chercher, on va demander à notre équipe de business analysts qu'est-ce qu'ils en pensent. On va leur demander de décortiquer le problème. Et ensuite, on va prendre des décisions. Dans une culture canadienne, l'analyse est beaucoup plus pour backer des décisions qui sont déjà faites. Donc, on a pris cette décision-là, on s'en va dans ce sens-là. Sors-moi donc un rapport qui dit que j'ai raison. Et dans la culture québécoise, c'est encore moins présent. Donc, on ne se back même pas sur une étude, on va le faire. Donc, on est un petit peu plus entrepreneurial, un petit peu plus instinctif, effectivement. Puis je pense que ça va aussi avec l'ampleur du désastre à venir possible. Quand tu es au Québec, puis tu fais une campagne sur le marché québécois, puis ça ne marche pas, oui, tu vas perdre de l'argent, mais tu vas te refaire le prochain trimestre. Quand tu es en Europe, puis tu as 5000 magasins, ou quand tu es Benjamin Moore aux États-Unis, puis tu as 4500 magasins, quand tu te trompes gros, puis ça coûte cher. Les gens perdent leur job avec des parachutes dorés, puis ils n'aiment pas bien ça. On s'est rendu compte, puis je vais arriver avec mon concept un petit peu plus tard, dans quelques minutes, mais que grosso modo, notre expérience depuis 20 ans personnellement, puis 8 ans avec Olivier, nous amène à dire qu'il y a comme 3 types d'implantation. Quand on implante un projet d'analyse chez un client, on peut splitter ça en 3 niveaux. Tu as les implantations qui ont réussi. Okay, des clients qui, rapidement, ils prennent ce qu'on leur livre. Je vais vous définir un peu plus tard c'est quoi qu'on livre, mais ils prennent le résultat de l'analyse, ils sont capables de l'assimiler, de tirer une conclusion, d'améliorer leur méthode et leur processus à l'interne. Et nous, ça ne nous demande pas un support incroyable. Okay? Il y a des gens à l'interne qui comprennent, qui prennent la POC, qui se rendent au but, et habituellement, ça a un rendement très élevé pour le client. Ça fait des bons clients chez Indicia, ils nous rappellent toujours avec des questions un peu plus difficiles à aller chercher, mais ça devient des bons clients. Il y a des clients où l'implantation est réussie à long terme, 12 à 18 mois de simulation. Ceux-là, ils ont demandé beaucoup de support. On les a accompagnés, on les a tenus par la main, on leur a fait comprendre qu'est-ce qu'on a fait. On a recommencé 5 puis 6 fois parce qu'il y a tout un jeu de « mon client, c'est ça qu'il comprend de la question qu'il me pose. Moi, je comprends telle affaire, j'y livre ça. » Il dit « finalement, c'était pas bien ça. » Puis on joue au chat et à la souris comme ça jusqu'à temps qu'on arrive. Et tu as des implantations qui sont des échecs. Et des clients qui n'ont jamais été en mesure d'implanter ce qu'on leur a livré. Quand je dis implanter ce qu'on leur a livré, c'est qu'il y a des clients, ils nous demandent d'analyser des trucs, on les analyse, on émet un rapport, une opinion, on leur dit qu'est-ce qu'on voit de ça, puis vers où on irait si ça serait notre argent. Et on fait complètement fi de ça. Dans le fond, ils n'aiment pas la réponse, finalement. Puis au lieu de se comprendre pourquoi puis de se réaligner, on ferme les yeux puis on continue. Quand je parle de type d'implantation, c'est quoi?
c'est de l'optimisation de couverture de marché. Est-ce que mes 4500 Benjamin Moore sont aux bons endroits à travers l'Amérique? Y a-t-il des marchés que je ne couvre pas et que je laisse de l'argent à mes compétiteurs? Y a-t-il des marchés où je me pile ses pieds puis que finalement, les gens se compétitionnent entre eux autres, mes propres magasins se compétitionnent entre eux autres? Est-ce que je suis capable de prédire les ventes sur un coin de rue dans lequel je ne suis pas? Est-ce que je pourrais automatiser mes rapports de pénétration? À chaque mois, j'ai un nouveau rapport de vente. J'aimerais ça automatiser mes rapports, puis ça va me sortir des endroits où j'ai perdu du terrain. Comme ça, je peux donner ça à ma gang de marketing qui vont rentrer avec du marketing direct ou qui vont faire une action qui va essayer de contrebalancer. Si Home Depot, en Alabama, se baisse les culottes puis vend de la peinture à 20$ le gallon, bien, il faut que je sois capable de prendre une décision. Est-ce que je les laisse aller puis ils vont mourir de leur belle mort au bout de 4-5 mois, puis je reprendrai le marché, ou si c'est assez grave que je veux moi aussi intervenir. Ça peut être des nouveaux clients qui s'inscrivent à un programme que je veux suivre, que je veux avoir, pourquoi ils se sont inscrits, c'est quoi leur intérêt, comment je peux les rappeler, comment je peux leur rappeler que j'existe. L'optimisation postale, ici au Québec, on est très flyer parce qu'on a nos amis de Publisac, on met du publipostage à tour de bras. On fait 2-3 bonnes analyses de publipostage par année chez nos clients et juste l'argent qui sauve, c'est triste parce qu'on sauve 40 des coûts, puis habituellement les ventes augmentent de 10-15 C'est à peu près ce qu'il y a de plus facile à faire en géomarketing ou en analyse marketing. C'est une analyse d'optimisation postale. Ça se paye tout seul et les bénéfices sont immenses pour les 3, 4, 5 prochaines années à venir. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on veut dire par implantation. Et si je reviens 2 slides avant, la différence entre une implantation ou un projet d'analyse qui réussit à court terme, à moyen terme et à long terme, c'est ce qu'on a appelé notre champion. D'autres, chez Indicia, quand on part un projet, là, on cherche le champion. Vous reconnaissez le logo des bougies champions, pour ceux d'entre vous qui aiment l'automobile. Et ça nous prend, pour faire un bon projet d'analyse, ça prend un bon analyste, mais ça prend un champion. Ça prend quelqu'un à l'interne qui a la volonté de comprendre ce que les données disent, qui a un canal privilégié avec la direction pour être capable d'aller voir le président, le vice-président, puis de dire « Hey, minute, là, il se passe de quoi? On a découvert ça, je pense qu'on devrait agir. » Et ensuite, ça prend le même champion qui est capable de déléguer l'action marketing à faire, puis de la suivre, faire en sorte que ça arrive. Et ce champion-là, il est clé. La réussite à court terme, on avait un champion en place qui avait une formation technique. C'est quelqu'un qui sait faire des choses, il a une formation de technicien en marketing. Il a une bonne connaissance du monde des affaires, il a une ligne directe avec l'équipe de direction. Quand vous avez un champion comme ça fait la job. Quand on a eu une implantation réussie à long terme, notre champion était moins fort, la volonté était là, les compétences ne l'étaient pas. On a amené tranquillement les compétences. Et quand on a un constat d'échec dans un projet d'analyse, bien, il n'y avait pas de champion, ou des fois, on s'est fait mettre entre les bras un champion débordé. Ça, il y en a beaucoup, des champions débordés. Des bonnes ressources, avec une bonne tête, qui ont le goût de faire bouger les choses, mais il y en a tout simplement trop sur les bras. Et quand on s'est demandé qui est notre champion, bien, ce qui nous a sauté au visage avant, c'est ce qu'il n'est pas. Et un champion en analyse marketing n'est pas un stratège marketing. Ce n'est pas la personne qui prend les résultats et qui fait une campagne avec ça. Ce n'est pas un publiciste, ce n'est pas un graphique, ce n'est pas un graphiste, ce n'est pas un web designer. Ce n'est pas un responsable de territoire ou de produit. Finalement, notre champion là, en marketing, il a rarement un background de marketing. Mais notre champion, c'est un analyste financier. C'est un économiste, un géographe, c'est un démographe, c'est un statisticien, c'est un analyste en base de données. C'est quelqu'un souvent qui a une maîtrise au niveau universitaire. Il y a une méthode d'analyse et qui a un intérêt marqué pour les affaires, pour la mise en marché de produits. Dans le fond, son intérêt pour le marketing, il est par la bande. Il n'a pas nécessairement étudié là-dedans, il a étudié dans autre chose, puis il se retrouve à avoir un intérêt pour le monde des affaires. Et c'est surtout quelqu'un, puis j'arrive, bear with me, comme diraient les Américains, j'arrive dans quelques minutes au sujet de l'analyse marketing, qu'est-ce que c'est? Je vais vous mettre la table. Une panoplie de concepts, c'est cette partie-là, puis ça relie notre champion puis notre analyste, là. Ce qui est ici, là, c'est ce qui fait la différence entre un bon analyste en 2013
puis un moins bon analyste. Okay? C'est quelqu'un, là, quand tu veux être un bon analyste en marketing, il faut que tu sois allumé, là. L'homme, vous allez dire, écoute, c'est pas ésotérique, là. Okay? Mais il faut que tu aies une conscience philosophique de dire, là, l'homme, il vient d'où, là? Puis pourquoi qu'en 2013, on est tous habillés comme on est habillés, puis on a tous des petites cabanes en tôle, puis des petits véhicules en tôle, puis on habite tous dans des maisons, puis, écoute, ça vient d'où? Okay? Il y a eu une évolution. L'être humain a évolué. Il y a de ça 100 ans, on ne consommait pas des produits comme on en consomme. Un cycle de produits, ça durait 50 ans. Avant que tout le monde ait eu un frigidaire en Amérique, là, ça a pris 50 ans. Mais quand que le 90e percentile des ménages a eu son frigidaire en 62, là, bien, le premier qui l'avait eu, il l'avait encore, son frigidaire. C'était le même frigidaire. Comment ça qu'en 2013, tu achètes un frigidaire à tous les 5 ans? Genre un poêle qui est brisé après 9 ans, le réparateur est venu, il dit « Ah, la pièce ne se fait plus. » Ah, pinouche, le poêle était neuf. Hein? Mais la pièce ne se fait plus, il a fallu qu'on le scrape, qu'on en rachète un autre. Puis quand on est arrivé chez Brouet Martineau, on a dit hey, « On scrape notre poêle après 9 ans. » 9 ans! Caroline, il a fait attention. Hein, là, c'est comme, il faut que, pour être un bon analyste marketing, il faut que tu comprennes les phases de développement urbain, de géopolitique, il faut que tu connaisses la ville-centre, il faut que tu connaisses la première couronne, la banlieue, il faut que tu saches c'est quoi. Pourquoi que le monde foncé avec ses ponts, c'est infernal. Moi, je ne prends plus un rendez-vous avant 10 heures au centre-ville. Ça n'a aucun bon sens. Fait que pour comprendre le consommateur, comprendre le comportement du consommateur, comprendre où l'être humain en est rendu, il faut que tu sois allumé là-dessus. Il faut que ça t'interpelle. Si ça ne t'interpelle pas, c'est dur d'être un bon analyste. Parce que quand tu vas regarder les résultats d'une campagne, puis tu vas voir qu'il y a 3-4 segments qui se sont démarqués, puis des segments de population, il y en a 102. Tu te demandes pourquoi que c'est ces 3-là qui ont le plus réagi. Il y a une raison à ça. Il y a une raison pour tout sur cette belle planète. Il faut que tu connaisses des outils. Il faut que tu saches, Excel, il faut que tu connaisses ça sur le bout de tes doigts. Un left trim, là, c'est la capacité d'aller chercher un certain nombre de caractères à partir de la gauche. Fait que si je m'appelle Daniel Lemire, j'ai 6 caractères pour mon prénom, puis 6 caractères pour mon nom de famille, puis un espace entre les deux, bien, il faut que je sois capable de l'identifier l'espace, de la mettre dans une colonne, puis ensuite faire un left trim qui dit « Pogne-moi tout ce qui est de la gauche jusqu'à l'espace. Mets-moi ça dans l'autre colonne. » Puis un right trim, c'est « Prends-moi tout ce qui est à droite jusqu'à l'espace, mets-moi ça dans l'autre colonne. » Et je viens de déconcaténer les noms. Parce que quand on reçoit une liste de Facebook, puis le monde clique « J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça », puis là, Facebook nous renvoie un fichier avec un paquet de noms là-dedans, c'est pas prêt à faire du géomarketing, c'est pas prêt à faire du marketing direct. Il faut qu'on nettoie ces listes-là. Et nettoyer des listes, ça veut dire quoi? Ça veut dire séparer les champs. Souvent, on a toujours l'adresse pognée dans un champ, on a le nom et l'adresse ensemble. Donc, un bon analyste est capable, connaît Excel, est capable de déconcaténer. Un bon analyste doit connaître les bases de données relationnelles parce qu'il va recevoir une base de Facebook, il va recevoir une base de carte de crédit, il va recevoir une base d'une troisième source. Bien, ils ont tous les mêmes noms. Il faut que tu sois capable de créer une clé unique. Une clé unique, c'est quoi? C'est un identifiant qui va être le prénom, le nom, les numéros civiques, les 3 premiers caractères du code postal. Fait que des Daniel Lemire qui habite au 824 dans le J6W, là, il ne doit pas en avoir plus qu'un. Sinon, le monde se porte mal s'il y a plus qu'un gars comme moi. Et habituellement, ça devient une clé unique. Fait qu'il faut qu'un analyste soit capable de concaténer tout ça, soit capable de créer une clé unique, puis ensuite, le restant de sa vie dans votre entreprise, va être capable de matcher n'importe qui est revenu, puis de créer son fichier. Il faut que tu sois capable d'avoir des points de repère, des points de discernement ou la capacité d'en acquérir. Je vais revenir un petit peu plus tard, mais tu sais, combien il y a de personnes au Canada? 32,5. Okay? Si j'ai une base de données de clients, j'ai 40 millions de clients là-dedans, ça se peut-tu? J'ai plus de clients que de Canadiens. Tout de suite, il faut que j'allume à dire, bien écoute, il y a peut-être des clients internationaux. On va checker, voir si toutes les adresses sont canadiennes. Et si toutes les adresses sont canadiennes, je dois avoir des doublons. Ça, c'est la capacité de discernement. C'est mon Jacques-Alexandre au bureau qui me fait des taux de croissance sur 3 ans. Puis il dit, hey, c'est 30 % sur 3 ans. Parfait. Là, j'ai dit, mets-moi ça par année. Puis il m'arrive avec 1,3 par année. Là, il est tout content. Là, j'ai dit, hey, JA, je dis vite de même, 1,3 fois 1,3 fois 1,3, ça fait combien? Bien, tu fais 1,8. Ben, c'est loin d'1,30. Hein? Là, il est tout débiné. Là, je dis, commande, là, il faudrait que tu saches, il faudrait que tu allumes plus vite, là, que quand tu as 30 % sur 3 ans, tu me le mets par année, ça ne peut pas être 1,03. Okay? Concept de cause à effet. Okay, ça, c'est la chose la plus difficile à comprendre pour un analyste. Okay?
Tu trouves des relations SPSS. Qui connaît SPSS? Qui connaît SAS? StatPlus? Ça, c'est tous des super logiciels de monde qui n'ont pas de vie sociale et qui font des analyses statistiques qui déterminent si les corrélations sont vraies ou non. Et tu arrives à dire, bien écoute, tous les gens qui ont les yeux bleus achètent du Red Bull. Et c'est une cause à effet, ça? C'est pas une cause à effet. C'est une relation qui, par hasard, ça donne à être positive dans un set de données. Mais tu ne peux pas conclure que je vais vendre du Red Bull à tout le monde qui a les yeux bleus. Okay? Donc, être capable de discerner entre ce qui est statistiquement valable mais ce qui est une cause à effet, ce n'est pas facile. Ce qu'il sait faire, notre analyste marketing, il y a 6 sets de... poser des bonnes questions, trouver de l'information, organiser de l'information, améliorer de l'information, décrire un phénomène, comprendre un phénomène, cartographier un phénomène et prédire un phénomène. Ça fait combien, ça? 8? Fait que je reviens. Parce que le temps passe très vite. Donc, il faut qu'un analyste, en 2013, soit capable de poser les bonnes questions. Ça veut dire quoi, poser les bonnes questions? Bien, commence par décrire c'est quoi la situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe dans ton marché? J'ai des gens de Desjardins dans le milieu bancaire, des gens de carte de crédit. Il faut se poser la question, en 2013, là, dans le milieu des cartes de crédit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi mon taux de pénétration? C'est quoi le nombre moyen par ménage? Il faut que tu sois capable d'arriver à décrire ça, te donner une base. Il faut que tu sois capable de faire une analyse SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Il faut que tu sois capable de définir qu'est-ce qui se passe dans ton industrie, c'est quoi les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Il faut que tu sois capable d'avoir une vision du futur, d'aller chercher qu'est-ce que les experts dans mon domaine prédisent qui va arriver dans les 5 à 10 prochaines années pour te créer un background. Si un analyste ne fait pas ça, s'il ne s'abreuve pas de qu'est-ce qui se passe dans le monde autour de lui, il va avoir de la misère à analyser vos données et à tirer une conclusion. Il faut qu'il soit capable ensuite de vous revenir et dire, c'est beau, là, voici la situation, voici ce qui se passe dans le monde au niveau des cartes de crédit. Mais là, toi, c'est quoi qui te garde réveillé la nuit? Qu'est-ce que tu veux savoir? Ça ne va pas si mal que ça. Hein? On a des cartes de crédit dans le marché, puis on a du monde qui apprennent à tous les mois, il y en a qui font faillite à tous les mois, puis that's life, la vie continue. Qu'est-ce qui vous garde réveillé, monsieur le client ou monsieur le client interne, madame la cliente externe? Donc, de définir des hypothèses de travail. Et le plus important là-dedans, de vous revenir à un moment donné avec un schéma conceptuel d'analyse. Ça, quand tu es rendu là, tu n'as réellement plus de vie sociale. Quand tu es capable de faire un schéma conceptuel d'analyse, c'est d'être capable de mettre sur 2 pages, voici la situation, la problématique, les hypothèses, qu'est-ce qu'on va tester, comment on va les tester, puis à qu'est-ce qu'on s'attend comme résultat. Êtes-vous d'accord avec ça, monsieur le client? C'est-tu vraiment ça qu'on veut mesurer? Et dans la 95% des cas, le premier schéma conceptuel ne passe pas. Parce que c'est la première fois qu'il y a un clash entre ce que notre exécutif, notre vice-président veut savoir, puis ce que nous autres, comme gens de recherche, on s'en allait chercher comme information. Ensuite, il faut être capable de trouver cette information-là. Il faut être capable d'aller fouiller dans la corporation les données corporatives, dans les transactions, dans les listes de clients actifs, dans les listes d'envois postaux. J'ai quelqu'un de Coppel, au fond, là. La plus aberrante chose dans l'industrie du publipostage, c'est que la plupart du temps, le client ne garde pas ses listes de mail-to. Une fois qu'on a malé à du monde, là, on efface le fichier. C'est comme si c'était pas important. Hein? Puis là, moi, j'arrive, je demande, je dis, as-tu tes mail-to-file depuis 5 ans? On va aller voir dans quel quartier ça a répondu, puis quel monde qui a répondu, puis non, on n'a pas ça. Les données secondaires, tout ce qui est sondage, satisfaction de clientèle, les petites cartes qu'on remplit dans les restaurants quand on n'est pas content, les appels au centre d'appel, quand nos trucs brisent ou fonctionnent mal, ça appelle, ça donne un code postal, ça donne un nom, qu'on soit capable d'aller chercher cette information-là. Tout ce qui est des données tertiaires, la consommation par ménage, le recensement, les profils démographiques, les sondages en ligne, il faut que votre analyste sache que ça existe, il faut qu'il soit capable de les comprendre et de les inclure dans vos analyses à l'interne. Il faut qu'il soit capable d'organiser l'information. Il y a combien de types de variables? Il y en a 4. Nominal, ordinal, intervalle, ratio. Toute l'analyse est basée sur ces 4 types d'analyse-là, sur ces 4 types de variables. Nominal, la couleur des yeux. J'ai les yeux bruns, tu as les yeux bleus. Ordinal, petit, moyen, grand. Ces deux-là, on appelle ça de la statistique
qualitative ou non paramétrique. On ne peut pas faire de moyenne. Je ne peux pas conclure que les Canadiens ont les yeux bruns, virgule bleus. Hein? Par contre, les deux, intervalles, ratios, c'est du quantitatif. On est capable de dire en intervalle, c'est la température. Le 0 n'est pas absolu. On est capable de dire il fait 0. Mais à Coujouac, il fait moins 10. C'est plus fret, mais ce n'est pas 10 fois plus fret. C'est juste plus fret. Donc, le 0 n'est pas absolu. Mais dans mon quatrième type de variable, ratio, mon 0 est absolu. J'ai une pièce dans les poches, tu en as 10. Tu es 10 fois plus riche que moi. La statistique veut utiliser des variables ratios. C'est ça qui est le plus riche d'enseignement. Malheureusement, le marché va chercher tout le reste. Les variables qui ont moins de signification, qui ont moins d'intérêt. Il faut comprendre les différentes échelles de relations. On dit que le pays est un Canada riche. Le Canada est un pays riche. On dit que le Canada est un pays riche. C'est vrai quand on regarde les 196 pays ou 216 États dans le monde, le Canada est dans les top 25. On est riche. Mais la petite fille qui me quêtait 20$ sur le coin de la rue tantôt, elle n'est pas riche. Hein, fait au niveau d'un pays, on est riche. Au niveau des individus, au niveau des municipalités, on n'est pas tous riches. Westmount est plus riche que Saint-Élie-de-Caxton. Mais à Saint-Élie-de-Caxton, je suis sûr qu'il y a un gars qui est en BMW série 7. Puis lui, il se trouve ça bien riche, Saint-Élie-de-Caxton. Hein? Fait que dépendamment de l'échelle qu'on analyse, les conclusions peuvent être différentes. Maintenir un dictionnaire de données. Combien de fois que ça arrive que vous vous posez la question, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hey, on a fait ça en 2008, là. Qu'est-ce qu'on voulait dire par là? Un bon analyste va créer un dictionnaire de données, va les documenter. Ramener des données sous un même format. Les fameux Leading Zero, là, quand tu travailles aux États-Unis, il y a 10 000 zip codes qui commencent par 0. Dès que tu mets ça en format chiffre dans Excel, tu perds les zéros. Puis là, tu t'en rends pas compte. Et là, 3 semaines plus tard dans ton projet, tu essaies de matcher une nouvelle liste de monde, puis il y a 10 du monde qui ne se matche pas. Puis là, tu es en panique. Tu te dis, non, ça n'a pas d'allure. Tu sais. Mais non, parce que les 10 que tu as ramenés, bien, ils ont des zéros dans leur zip code, puis l'ancien 10 tu as perdu les zéros. Fait qu'un zip code, ça se met toujours en texte. Ça ne se met pas en chiffres, malgré que c'est des chiffres. Un bon analyste va savoir ça. Hein? Un bon analyste va sauvegarder à toutes les 15 minutes. Parce que quand tu as une panne d'électricité à 3h15, puis tu perds le travail d'une journée, c'est là que tu vois des gens pas de vie sociale sacrés. Puis ça arrive habituellement, chez Indicia, ça leur arrive toutes 1 à 2 fois dans leur vie, dans le premier mois, qui perdent tout leur travail. Ça fait partie du cost of being in business. Ça sait planifier la mise à jour. On est toujours en train de faire des analyses, mais on dirait que cette analyse-là, c'est la dernière fois de notre vie qu'on va la faire. On ne la documente pas, on amène un folder, puis là, 6 mois après, le VP arrive, puis il dit « Hey, mets-moi ça à jour. » Puis là, tu arrives avec des résultats qui sont complètement différents, les premiers, parce que tu as pris une autre méthode. Améliorer de l'information, pondérer des valeurs qui sont sur des bases différentes. Ça paraît simple, là, mais ça ne l'est pas. Annualiser des ventes, ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Ça dépend de l'industrie dans laquelle tu es. Y a-t-il une saisonnalité? Y a-t-il pas de saisonnalité? Estimer des valeurs manquantes, c'est pas simple ça non plus. Compléter des adresses incomplètes. Combien il y a une manière d'écrire boulevard? Plus que vous pensez. J'en ai vu des affaires, là, mais c'était tous des boulevards. Fait qu'il faut standardiser l'information. Identifier des doublons. Il y a des affaires, il y a des doublons qui s'identifient relativement bien et des doublons qui s'identifient pas bien du tout. Et créer des variables longitudinales, accumuler de l'information dans le temps pour savoir notre client, est-il revenu 1 fois par année, 2 fois par année, 4 fois par année, revient-il à tous les mois, quand il revient, est-ce qu'il dépense de plus en plus ou il dépense de moins en moins? Chez Fido, dans le temps, on était capable de prédire à 89 % qui était pour quitter Fido dans les 3 prochains mois. T'es rendu fort, là. Là, tu regardais la consommation des minutes, là, puis quand ça se mettait à baisser, jusqu'à un certain point, c'était 89 % des chances qu'ils quittaient au bout de 3 mois. Là, c'est sûr qu'ils ne nous croyaient pas. La direction ne nous croyait pas. Puis on a dit, c'est bon, vous avez un centre d'appel, prenez cette liste-là, appelez-les. Puis prenez la moitié de la liste, puis faites rien avec. Puis dans 3 mois, on se reparlera. Vous allez les acheter à terre. Je vous parlais tantôt d'une optimisation postale, c'est peut-être la meilleure manière de faire de l'argent à court terme.
Bien, une analyse de churn, ce qu'on vient de dire là, l'attrition de clientèle, ça doit être la deuxième manière de faire le plus d'argent avec de l'analyse. Il faut être capable de décrire un phénomène, historique, situation, la prospective, qu'est-ce qui s'en vient, des taux de croissance, des taux d'acquisition, des taux de rétention, des taux d'adoption, des taux de perte nette, le churn, l'amplitude d'un phénomène. Il faut être capable, quand on est un analyste, de décrire ça. La moyenne, l'écart type, la variance. Hey, j'ai pas un... Ça, j'aurais aimé ça un petit tableau, mais pour vous donner l'idée, là, j'ai 2 classes qui ont 2 élèves chacun. Puis j'en ai un dans la première classe, j'ai un élève, il a 100 %, l'autre a eu 10 %. La moyenne, 100 plus 10, 110 divisé par 2, 55. La moyenne de ce groupe-là est 55. Ici, j'ai le groupe numéro 2. J'ai un élève qui a 60, j'ai un élève qui a 50. 50 plus 60, 110, 110 divisé par 2, 55. J'ai 2 groupes qui ont la même moyenne. Conclusion, mes 2 groupes sont identiques. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas vrai. Parce qu'avant de tirer une conclusion sur une moyenne, il faut regarder l'écart type. L'écart type, c'est l'écart à la moyenne. Et dans le premier cas, j'ai 110, j'ai 100 % moins la moyenne 55, 45 au carré. Là, j'ai plate en tabarnouche, vous avez raison. Et mon 10 % moins 55 de la moyenne, moins 45 au carré, 1600, 500 plus 1600, 3200. Racine de 3200, on tombe à, je ne sais pas trop quoi, là, 60, 75, whatever. Et ça, c'est mon écart type. Fait que j'ai une moyenne de 55, écart type, 75, 80. Alors que mon deuxième, bien, 60 moins la moyenne, 55, c'est 5, 5 au carré, c'est 25, puis 45 ou 50 moins la moyenne, 55, j'ai 5 au carré, 25, 25 plus 25, 50, racine de 50, 7. Fait que j'ai 55 de moyenne, écart type 7, 55 de moyenne, écart type 75. Oh, là, c'est plus les mêmes groupes. Fait que si mon vice-président me dit, va me chercher le meilleur élève, puis je n'ai pas regardé mes moyennes, bien là, je vais en pogner un au hasard dans les 4 groupes, dans mes 4 élèves, je vais pogner le gars qui a eu 10, je vais dire, je pense que c'est mon meilleur. Mais là, si je regarde moyenne plus écart type, je dis, oh, coudonc, j'ai un grand écart type ici, ça doit être là que j'ai mes plus grandes amplitudes. Puis là, je vais aller voir dans ce groupe-là, puis je vais trouver mon meilleur. Okay? Donc, c'est une moyenne, un écart type, une variance. Ça peut être très trompeur. Il faut faire attention, il faut être allumé. Il ne faut jamais utiliser une moyenne comme étant la vérité. Ça peut être très trompeur. Il faut être capable de définir au niveau géographique des parts de marché, régionales, locales, des zones commerciales, le footprint. Okay? Il n'y a rien de plus bête que de dire j'ai 32 millions de Canadiens, puis j'ai 3,2 millions de clients, donc j'ai 10 % Attends une minute, là. Tes 3,2 millions de clients sont-ils partout? Est-ce que tu distribues au Yukon? Est-ce que tu distribues en Colombie-Britannique? Fait que peut-être que ton footprint, c'est 15 millions. Il y a 15 millions de personnes qui habitent dans les endroits où tu distribues, et tu as 3,2 millions de clients. Et là, subitement, ta part de marché passe à 25 % au lieu d'être 10. Mais là, si ce n'est pas expliqué, le prochain qui arrive après, il prend 32 millions. Puis là, d'une année à l'autre, tu as passé de 25 à 12 % de part de marché. La panique pogne dans le business parce que tu viens de perdre la moitié de ton marché. Tu ne sais pas pourquoi. Comprendre et expliquer un phénomène, donc faire des corrélations. Il y a plus de 3000 variables qu'on peut utiliser pour faire des corrélations avec des ventes. Alors, regardez l'effet de la compétition. Est-ce qu'il y a un effet, là, la compétition autour de mes points de vente, la compétition, est-ce qu'elle a un effet d'agglomération, de générateur de trafic, l'effet de la distance? Plus que je m'éloigne d'un phénomène ou plus que je me rapproche, est-ce qu'il y a un effet? L'effet de l'offre et de la demande, les segments de consommateurs, il y en a 63 dans le Canada. Est-ce que je pénètre parfaitement également dans les 63 segments ou il y a des segments qui sont naturellement plus intéressants pour moi? Tu as le stade de vie qu'on oublie souvent. Okay? On a commencé des rénovations à maison. La pauvre maison, elle a 25 ans, elle a été atrocement battue par 4 enfants. Elle a besoin d'aide. Elle fait dur. Je suis rendu là. Tu sais, 43 ans, des enfants, on est rendu là. Mais nos voisins, ils ont 25 ans, ils viennent d'acheter la même maison que la nôtre. Elle est aussi maganée, mais ils ne sont pas rendus à rénover. Ils ont mis une couche de peinture, sablé les planchers, puis pour eux autres, c'est correct. On a fait ça, nous autres, il y a 15 ans quand on l'a acheté. Donc, le stade de vie dans le même quartier est important. Il faut être capable de cartographier un phénomène. Il faut être capable de prédire un phénomène, des modèles d'attrition, comme je viens de parler, des modèles d'adhésion, des probabilités d'achat, de l'achat croisé. Ce que Amazon fait très bien. Les gens qui ont acheté ou qui ont lu tel livre ont aussi lu tel livre. Okay? C'est le meilleur exemple qui fonctionne super bien. Et c'est tellement facile à faire. Vous seriez désamorcé, désarmé de voir comment.
Créer. Hey, qui connaît les tableaux croisés dynamiques dans Excel? C'est pas formidable, hein? Tu as le bouton à 4 trous dans l'évolution de l'être humain, là, le bouton à 4 trous, la roue, bon, la roue est venue avant, la roue, le bouton à 4 trous, puis le tableau croisé dynamique. Ces 3 affaires-là, tu es correct. Les analystes perdent un temps fou à refaire les mêmes analyses, semaine après semaine, mois après mois. C'est relativement simple d'automatiser les processus. Au moins 90 de ce qu'un analyste peut faire dans une grande entreprise peut être automatisé. Un bon analyste sait s'auto-valider. Et ça, c'est rare. L'auto-validation. Puis moi, l'auto-validation, c'est comme sauter en parachute. Hein, tu sautes de l'avion, là, en quelques secondes, il faut que tu saches est où l'eau puis est où la terre. Il faut que tu t'enlignes. Puis là, quand tu es rendu de 50 à 25 000 pieds, bien, sur la terre, il faut que tu saches est où le gazon puis l'asphalte. Ça, c'est des décisions qu'il faut que tu prennes en descendant. Quand tu es rendu à 10 000 pieds, bien, c'est entre le gazon et les arbres. Quand tu es rendu à 5 000 pieds, tu es mieux d'être aligné à la bonne place parce que tu ne peux pas changer de place. Donc, il faut que tu sois capable de dire, bien, écoute, je commence avec un nouveau projet. C'est quoi la piscine dans laquelle je patauge? Combien il y a de Canadiens? Combien il y a de Canadiens détenteurs de carte de crédit? Puis, mes clients, moi, ça fait-tu du sens ou non là-dedans? J'ai-tu les clients ou j'ai les cartes qui détiennent? À 10 000 pieds, souvent, on fait des analyses puis on perd les données. Moi, mes gars commencent, ils ont 50 millions de ventes d'un fichier, puis ils me présentent un rapport avec 32. Je dis, ouais, tu sais, tu as perdu 36 de tes ventes en chemin, qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas. Alors, explique-moi ça. Ah, bien, il y en a qui n'ont pas d'adresse, il y en a qui n'ont pas de nom, il y en a qui c'est des négatifs, c'est des crédits. Hein? Être capable de reproduire un document Word, et ça, c'est très basique, là, mais il y a très peu de gens qui sont capables de prendre un texte puis le coller dans un document Word sans perdre de format. C'est assez basique. Je finis avec une petite étude de cas. Supposons, là, on parle beaucoup de Target qui rentrent sur Walmart, puis mettons, je suis un analyste chez Walmart. Puis si j'ai un VP ou un président un peu allumé, il ne me demandera pas dans 1 an et demi, quand les ventes vont baisser, « Hey, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Target nous rentre dans le corps? » S'il est le moindrement allumé, il va dire, « Bien, écoute, préparons-nous. » Ça veut dire quoi, se préparer à la venue de Walmart? Bien, il y a un beau site Internet de Target, ils nous disent déjà lesquels sellers vont être convertis. Ils nous donnent même la date d'ouverture. Hein? On est capable de se faire un fichier de nos Walmart. J'imagine que je travaille chez Walmart, d'avoir un fichier à jour des Walmart. Okay? Je devrais être capable de constituer un fichier, je devrais être capable d'extraire de mon système les ventes par catégorie. Pourquoi par catégorie? Bien, on sait que Target est meilleur dans mode. Fait que je m'attends à perdre des parts de marché dans mode, ou peut-être que le monde qui vient chez Walmart sont déjà mal habillés, qu'ils aiment ça être mal habillés, fait qu'ils n'iront pas acheter du plus beau linge chez Target. Peut-être que ça ne me touchera même pas. Mais peut-être que dans les pièces automobiles, Target est meilleur, puis c'est là-dedans qu'ils vont me toucher. Fait que je ne veux pas regarder juste les ventes au complet, je veux regarder les ventes par catégorie. J'aimerais ça ensuite me chercher un fichier par code postal. J'aimerais ça aller me chercher des transactions par code postal, puis regarder avant que Target rentre, c'est où je vais chercher mes clients. J'aimerais ça calculer ma pénétration par quartier, par segment de consommateur, et être capable de dire à mon vice-président, en date de 12 avril, quand le Target va ouvrir à Terrebonne, voici le portrait de notre business. J'aimerais ça, pendant le temps que je suis un peu dans le noir parce que je n'ai pas trop de data, j'aimerais ça être capable de prendre mes meilleurs segments, mes meilleurs quartiers, puis leur faire un public postage pour enlever Target dans leur face, parce que c'est sûr que Target va beurrer la province. J'aimerais ça être présent, puis être présent dans les bons endroits pour me protéger. J'aimerais ça faire un suivi des ventes quotidien par catégorie, puis m'automatiser un petit red flag, un petit drapeau rouge qui va sauter quand ça baisse de plus d'1 point d'une journée à l'autre. C'est-à-dire puis voir s'il y a une corrélation avec la promotion dans le pamphlet de Target. Être capable de réagir. J'aimerais ça aussi essayer de suivre l'achalandage d'un commerce compétiteur. Est-ce que ça a un impact sur le Sears, sur le Labé, sur quelconque autre commerce? Ça, on est capable d'aller chercher des plaques d'immatriculation dans les parkings, puis on est capable de savoir c'est qui, puis on est capable de savoir si on a perdu des clients, même si ce n'est pas notre business. Et 12 à 24 mois après l'ouverture de chacun des targets, bien là, j'aimerais ça reprendre mes codes postaux,
J'aimerais ça comparer où ce que je suis rendu maintenant. Est-ce qu'il y a des quartiers que j'ai perdus? Est-ce qu'il y a des quartiers que j'ai augmentés? Est-ce qu'il y a des catégories qui ont été plus touchées ou non? Puis être capable de fournir un rapport par target, par Walmart affecté par un target, puis dire, bien ici, moi, pour aller rechercher, j'aimerais ça aussi savoir, parce que souvent, il y a un creux incroyable, parce que là, quand Target va arriver, la panique pogne au village, tout le monde va aller là pendant 2 semaines, puis finalement, on va tous être déçus, puis on va tous revenir chez Walmart. Mais il y en a qui ne reviendront pas. Fait qu'il va y avoir un creux, puis là, le creux va se stabiliser. J'aimerais ça savoir en combien de temps que j'ai réussi à aller rechercher une certaine stabilité. Donc, l'analyse en marketing va se planifier avant qu'on se fasse rentrer dans le corps par une situation, pendant et après. Boîte à outils, j'en ai parlé un petit peu tout au long là, de Access, puis des SQL, puis des fichiers postaux, puis des Crystal Reports, puis des trucs comme ça. Le temps nous bouscule. Et je veux finir avec un bon analyste, là, okay, ça coûte combien? Ça coûte entre 35 et 80. Je vous jure que le salaire n'a rien à voir avec la compétence. Le salaire d'un analyste est fonction de son stade de vie. S'il est marié, il a des enfants, puis il a une maison à payer, puis il a un char dans le driveway, il veut 75 à 80 000. Ça ne veut pas dire qu'il est bon. Okay? Puis s'il sort de l'école, puis il commence, puis il a le goût de manger des petits poussins, il va prendre 35-40 000, travailler dans une belle business, puis il va être excellent, s'il est bien encadré. Ça va vous coûter 10 à 20 000 de logiciels, de base, 10 à 20 000 de base de données, 5 à 10 000. Là, un bon analyste, ça ne marche pas sur un laptop. Ça marche sur une tour, puis quasiment une tour de gamer, moins la carte graphique qu'on n'a pas besoin. Mais mettez-y pas une bottine entre les mains. Puis je pense à mon client chez Benjamin Moore, là, les pauvres gars, ils ont des bottines, des IBM de 82, c'est triste à voir. Puis c'est rendu que moi, chez Benjamin Moore, je leur livre le projet sur un ordinateur. Comme j'ai pris en pitié, fait que j'ai mis le prix de l'ordinateur, c'est 1000 $ une bonne tour. Là. Fait que j'arrive, au lieu d'être un cartable, c'est une tour. C'est ton projet. Donc, puis si on parle de retour sur investissement, donc un coût moyen selon son salaire et les données, tout ça, entre 175 et 150 000 par année pour avoir une bonne analyse dans une entreprise. Mais pour avoir un retour sur investissement, c'est quoi le coût d'une mauvaise décision d'affaires? On ne se pose jamais la question ou rarement la question. Vous voulez convaincre d'avoir un budget pour faire des bonnes analyses? Passez une couple de semaines à analyser les mauvaises décisions et combien que ça a coûté. Mais là, la question que vous allez vous faire challenger, c'est auriez-vous réellement évité ces mauvaises décisions-là si vous auriez eu un bon analyste avec vous? Et la réponse, malheureusement, est non. Parce que l'analyse statistique, c'est une game de chiffres, c'est des statistiques, et c'est la récurrence des analyses sur un certain nombre d'années qui va significativement améliorer une entreprise. C'est pas quand on fait ça, là, écoute, on est le 12 décembre, on fait une analyse, prendre une décision le 14, puis le 14 janvier, on regarde ce que ça a donné, là, ça se peut que ça n'ait pas marché. Mais si systématiquement, on prend l'habitude d'analyser une business puis nos décisions, sur le long run, il y a un impact indéniable. Et je finis avec ça. Ça, c'est un vrai cas. C'est un client américain. C'est un vrai cas Indicia. Ça, c'est les 1000 magasins d'un client américain avant qu'on travaille avec eux. Ça, c'est la moyenne des ventes. On s'entend que quand on met un nouveau magasin, on voudrait qu'il soit là. Parce que c'est vente prédite, vente actuelle. Ça, c'est les 30 magasins qui ont été ouverts depuis 2008 avec les modèles d'Indicia. Hein? On est content de voir qu'ils sont à droite de la ligne. Donc, on a systématiquement aidé notre client à ouvrir des magasins qui surperformaient la moyenne. On a amélioré le réseau. On s'est malheureusement trompé un petit peu ici. On n'a heureusement rien vu venir là. Ça, c'est des cadeaux de vie. On en prend, on est content. Et c'est 5 % d'erreur dans tout ce qu'on fait, c'est des statistiques. Je m'attends sur 30 à en avoir un qui me fait paraître mal. Bien, c'est le torieux qui est là. Puis, il faut que je vive avec.
Mais dans l'ensemble, c'est un client qui me dit, bien, Daniel, depuis qu'on travaille avec toi, le réseau s'est systématiquement amélioré. Avez-vous des questions pour la prochaine 10 secondes? On a le temps pour une question maximum. C'est toujours agréable de finir une belle présentation, d'avoir aucune question, qui fait en sorte que soit que les gens sont désarçonnés complètement, quelle présentation incroyable, ou c'est comme, il était-tu de temps qu'il arrête, lui?